Bon, je suis Pablo Blitzstein, maître de conférence à l'EHESS, et mon centre, c'est le Centre de recherche historique, le CRH. Et je travaille sur ce qu'on peut appeler la Chine médiévale et moderne. Évidemment, comme toutes les catégories, comme toutes les périodisations, il y a un degré d'arbitraire, mais je ne veux pas rentrer dans cette question-là. En tout cas, je travaille sur cette période-là dans une perspective globale. Et donc, mon idée, c'est d'étudier et le Moyen-Âge et la modernité dans leur ouverture, bon, pour les périodes médiévales, surtout vers l'Asie, ou vers l'Euro-Asie, et pour les 19e, 20e siècles, surtout l'ouverture vers le Pacifique. Alors quel est l'intérêt de travailler dans ces cadres si généraux et si larges, c'est que ça me permet de voir des processus, bien sûr dans les temps longs, de longue durée, ou ce qui, en tout cas, mesurer la durée des différents processus médiévaux, modernes, voire éventuellement penser aux connexions entre le médiéval et le moderne dans ces temps longs de plusieurs siècles, et aussi pour ne pas présupposer quels sont les cadres spatiaux des phénomènes que j'étudie. En gros, si je vais étudier le bouddhisme, je ne veux pas parler du bouddhisme chinois, même si ça peut faire sens pour certains cadres, je vais parler plutôt comme un phénomène euro-asiatique du Moyen-Âge depuis au moins le IIIe siècle, qui est voué à transformer la société de l'Est asiatique pour les siècles d'après, y compris jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà l'intérêt de réfléchir à l'histoire dans ces cadres-là. Et moi, je me concentre surtout sur des phénomènes d'histoire intellectuelle et d'histoire politique, c'est-à-dire ce qui m'intéresse, c'est comment les idées, en particulier les idées esthétiques, idées politiques, des catégorisations. J'ai aussi un gros volet sur l'histoire, on peut dire l'histoire intellectuelle de l'économie, comment les différentes notions et les institutions ont évolué au cours du temps. En gros, dans le cas de l'économie, par exemple, j'essaie de ne pas enfermer les phénomènes économiques dans un cadre purement économique. D'ailleurs, je n'ai pas une formation d'économiste. Ce qui m'intéresse, ce sont les notions par lesquelles on pense la production de richesses, et les liens sociaux qui se tissent autour de la gestion de la richesse, les nouveaux concepts par lesquels on essaye de penser au phénomène de la richesse, etc. Et en gros, ce qui m'intéresse, c'est toujours, déjà d'un point de vue méthodologique, c'est de situer les acteurs, qui pensent quoi, comment, à quel moment, pourquoi. Et ça se pose particulièrement pour la question de l'histoire intellectuelle. L'idée n'est pas de penser aux notions, aux idées d'un point de vue désincarné, même si on peut le faire pour certains travaux. Ça dépend parfois par commande, ça dépend ce qu'on me demande, où je place, ou dans les types de discussions que je place mon intervention scientifique, ça dépend. Mais en tout cas, j'essaie de penser à ce que les acteurs ils disent sur ce qu'ils font, ou plutôt aux effets des mots dans ce que les acteurs ils font, par exemple dans le cadre d'un projet politique. J'essaie de les situer dans les temps, parfois dans des temps assez courts, mais après, j'essaie d'élargir la focale et d'essayer de voir quelles sont ces connexions, parfois euro-asiatiques, parfois transpacifiques, et parfois de plusieurs siècles, qui me permettent de situer ces phénomènes-là dans l'histoire. Je travaillais sur plusieurs choses. Et pour le Moyen-Âge chinois, comme je viens de vous le dire, c'est une notion un peu, c'est une convention que l'on a, surtout en sinologie occidentale, même si ça a été aussi utilisé en Asie, au Japon et en Chine. Et en tout cas, Moyen-Âge, c'est entre le 3e et le 10e siècle de notre ère, à peu près. Mais moi, j'ai beaucoup travaillé sur une période particulière, ce qu'on appelle les hauts Moyen-Âge chinois, entre le 3e et le 6e siècle. J'ai dû écrire une histoire générale de cette période-là. Une histoire générale sur commande où il y avait une structure assez rigide d'organisation du livre, une histoire événementielle, politique, très classique, plus quelques chapitres thématiques où je parlais des différents groupes sociaux, des lettrés, des prêtres, des moines, et la production matérielle, bref,
un ensemble de phénomènes, en sachant que mon idée n'était pas d'être exhaustif. Déjà, l'exhaustivité d'un point de travail scientifique n'existe pas, donc de toute façon, de ce point de vue, c'est réglé. Mais bien sûr, j'ai essayé de me concentrer sur un ensemble de phénomènes, en particulier l'évolution de l'autorité politique. Donc, je me suis concentré sur les élites médiévales et j'ai voulu comprendre comment les formes d'autorité savantes, religieuses et politiques ont évolué au cours de cette période-là, depuis la chute de l'Empire de Han jusqu'à la réunification de ce territoire qui est devenu un territoire fragmenté. Plusieurs royaumes, empires différents ont été finalement réunifiés en 589 par la dynastie des Sui. Donc j'essaie de voir qu'est-ce qui s'est passé au milieu, en sachant qu'il y a tout un ensemble d'idées et des phénomènes sociaux, beaucoup d'entre eux liés au bouddhisme, mais pas que, qui ont laissé des traces durables dans l'histoire de l'Est asiatique jusqu'au XXe siècle. Ça, c'est un élément, un chantier, disons. Un autre chantier, c'est à partir du 19e, 20e siècle, il y a beaucoup de choses qui ressemblent à la période médiévale, surtout qui est analogue à ce qui s'est passé avec le bouddhisme pendant la période médiévale en Asie, et dans l'Est asiatique, c'est les contacts avec les puissances coloniales européennes et à un moment américaines et japonaises de l'époque. Qu'est-ce qui arrive aux élites impériales, pas seulement les élites déjà qui ont des positions de gestion, pas seulement aux ministres, pas seulement, je ne sais pas, un magistrat local, mais aussi à ces élites lettrés qui écrivent, mais qui peut-être ne font pas partie du gouvernement impérial, mais qui partagent une formation commune, formation lettrée. Et donc j'essaie de comprendre qu'est-ce qui leur arrive lorsque, d'une part, ils lisent ou ils communiquent avec des mondes intellectuels très divers, et des mondes politiques très divers, ça d'une part, et d'autre part, qu'est-ce qui leur arrive lorsqu'ils bougent. Et là, le livre que je suis en train de préparer concerne surtout les nationalistes chinois de la fin du XIXe siècle, et en particulier un groupe de nationalistes qui a créé une sorte de parti politique transpacifique dans les deux côtes du Pacifique, entre le Mexique, les États-Unis, le Japon, et la Chine elle-même et le sud-est asiatique, et qui les font sur la base d'une part d'un vocabulaire partagé, des idées partagées, des lectures partagées ou des techniques politiques qu'ils connaissent de leur formation en Chine, mais qui va converger avec de nouvelles techniques politiques et de nouvelles formes d'organisation politique et économique dans les Amériques, en Amérique du Nord. Et donc j'essaye de voir comment leurs idées évoluent, comment leurs idées politiques et leurs idées économiques évoluent au cours de cette expérience-là, surtout de la première décennie du XXe siècle, disons la dernière du XIXe et début du XXe siècle. Dans le festival Allez savoir, on m'a demandé de faire une petite intervention sur le rapport entre écriture et pouvoir. On ne m'avait pas donné de cadre chronologique, donc pour des raisons de temps, je me suis concentré sur le Moyen-Âge, même si à la toute fin de l'intervention, j'ai essayé d'établir des connexions avec des phénomènes qui nous sont plus familiers. En gros, ce qui m'intéressait, c'est à ce moment comment on assurait la communication politique à l'ère du manuscrit, et surtout les premiers 3 siècles du Haut Moyen-Âge chinois. Et j'ai parlé du système, c'est quelque chose d'anachronique ce que je veux dire, mais c'est le système postal de l'époque, en gros le relais des documents depuis la capitale jusqu'aux localités, et inversement dans les cadres des empires qui ont vu le jour au cours de ces premiers 3 siècles du Haut Moyen-Âge, entre le 3e et le 6e siècle. Après, j'ai parlé un peu de l'imprimerie, surtout l'imprimerie xylographique. Mais ce qui m'intéresse du phénomène de l'imprimerie, c'est le fait que ça crée une disponibilité des documents écrits qui est
qui n'a pas de précédent, hein, convergent avec les papiers qui étaient déjà en circulation pendant le Haut Moyen-Âge, mais avec l'imprimerie, il y a une multiplication des documents écrits, ce qui donne plus d'accessibilité à l'écriture, et donc les types d'intervention politique que l'on fait sur l'écriture changent de nature, en sachant que maintenant, on peut imprimer énormément de documents, de plus en plus d'ailleurs. Et ensuite, à la toute fin, je voulais expliquer aussi quels sont les rapports avec les nouveaux usages de l'écriture à l'ère digitale. C'est-à-dire que, d'une part, c'est évident que la communication politique, l'effet de pouvoir envoyer un petit message à quelqu'un et en une minute pouvoir parler avec quelqu'un qui est dans l'autre côté du monde, ça change les rapports entre écriture et communication politique. Mais d'autre part, il y a un ensemble de problèmes qui se posaient déjà à l'heure de l'imprimerie et aussi avec toutes les formes de raffinement de la technique de l'imprimerie. En gros, la presse, qu'est-ce qui se passe avec la presse, qu'est-ce qui se passe lorsque les livres circulent beaucoup et que tout le monde partage un même vocabulaire. Ce sont des éléments qui sont très importants pour la communication politique et pour tout le développement du XIXe siècle, qui sont liés à l'idée d'une construction nationale sur l'idée d'une identité nationale, c'est-à-dire l'idée que tout le monde doit se sentir partie d'une même nation. Donc à partir de la disponibilité des documents écrits, de plus en plus nombreux, ça permet d'assurer un réseau d'écoles beaucoup plus large, de penser au manuel scolaire, de penser à la standardisation du type de message écrit qui va arriver à des millions de personnes à travers l'école. Et la question c'est comment est-ce que cela pèse d'une part sur l'idée que tout le monde appartient à une même entité politique. Comment tous ces problèmes-là pouvaient déjà se poser à l'ère de l'imprimerie et sous une autre forme aussi à l'ère du manuscrit. Donc voilà un peu l'essence de mon intervention. L'essence, je dis, parce que, comme je vous l'ai dit, la plupart c'était sur le Moyen-Âge et le reste était plutôt des questions par rapport au monde moderne.